Soyez bienvenus, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette rentrée d'international. Le principe n'en a pas changé. 3 grands médias francophones qui convient chaque semaine une personnalité internationale. Et aujourd'hui, c'est Pierre Moscovici que nous recevons. Monsieur le ministre ou monsieur le commissaire, heureux de vous accueillir. On vous avait quitté. Vous étiez ministre de l'économie et des finances du gouvernement français, de Jean-Marc Ayrault. Mais ça, c'était avant, puisque désormais, vous êtes commissaire. Vous allez être commissaire. Vous allez me dire peut-être quelles sont vos fonctions. Nous parlerons également de l'actualité politique française qui a été très chargée cette semaine. Entretien que nous allons conduire avec Sophie Malibaud de Radio France Internationale et Philippe Ricard du quotidien francophone de référence et bien sûr du Monde. On n'a pas changé le casting de tour de table pour cette émission. Beaucoup de questions, je vous le disais, sur l'Europe. Peut-être tout d'abord par rapport à ce que j'indiquais la semaine assez terrible pour François Hollande et pour le gouvernement français. Vous allez partir à Bruxelles. Est-ce que quand vous vous rasez, vous vous dites finalement je serais mieux à Bruxelles qu'à Paris dans cette situation extrêmement complexe, extrêmement difficile? Non, je pense qu'être commissaire européen, c'est servir mon pays autrement. C'est passer aussi à un stade différent, parce qu'on reste français, je serai français, toujours. On garde ses convictions, je suis socialiste, je le demeurerai, mais on porte ça à l'échelle de l'intérêt général européen. On doit voir les choses d'un autre point de vue. Ce sera mon cas. Je garde des amis politiques dans mon pays, je me sens concerné, je me sens impliqué, mais j'aurai un devoir de réserve lié à une forme d'indépendance qui est celle de la Commission européenne. Mais je ne me dis pas que j'ai de la chance ou pas de chance. J'ai adoré être ministre de l'économie et des finances. Ça a été une fonction très importante dans un moment compliqué. La crise, le retour de la gauche au pouvoir, après 10 ans dans l'opposition, le lancement d'une nouvelle politique. Et j'ai souhaité, avec François Hollande, devenir commissaire européen. Nous en avions parlé en réalité avant ce remaniement, bien avant ce remaniement. Pour moi, c'est un projet de vie. C'est le prolongement de mon action publique qui a toujours été à l'interface entre la France et l'Europe. J'ai été ministre des Affaires européennes, député européen, vice-président du Parlement européen. Comme ministre des Finances, je me suis bien sûr beaucoup impliqué dans les affaires européennes. Et là, je serai à l'interface, mais de l'autre côté. Alors, effectivement, on a beaucoup de questions à vous poser sur la nature de ce portefeuille. Peut-être encore pour rester dans la politique française. Est-ce que vous n'avez pas un regret, au fond, de partir au moment où la ligne politique que vous incarnez, que vous représentez, une forme de social-démocratie, est très assumée par ce gouvernement? C'est pas le bon moment pour partir? Justement pas. Il y a un an, j'ai écrit un livre qui s'appelait Combat, qui était une sorte de manifeste de la social-démocratie. Et j'avais évoqué cette conversion social-démocrate nécessaire. J'avais parlé de la compétitivité comme une exigence. J'avais parlé aussi de la nécessité de réformer l'organisation territoriale en France, de réduire la dépense publique. Souvenez-vous, j'avais été le premier à évoquer le ras-le-bol fiscal. Pourquoi? Parce que ça vous a évalué des ennuis d'ailleurs. Enfin, des critiques. Mais honnêtement, aujourd'hui, tout le monde convient qu'à un certain niveau, quand il y a beaucoup d'impôts, les rendements sont faibles, l'injustice est perçue, que c'est insupportable. C'est du côté des dépenses publiques qu'il fallait faire l'effort. Donc il y a un cap qui a été pris depuis. Le président de la République l'a donné, c'était lors de sa conférence de presse du mois de janvier. Il y a une continuité dans l'action. Moi, je me sens tout à fait poursuivi, en quelque sorte, dans cette action par ceux qui sont maintenant responsables. Donc il y a une chose que nous savons, vous êtes commissaire européen, mes collègues, mes excellents collègues, veulent peut-être en savoir davantage sur la nature de ce poste. Votre portefeuille, vous pouvez confirmer déjà, et puisqu'on faisait référence à la situation politique assez délicate en France, est-ce que vous ne pensez pas que ça risque d'affaiblir beaucoup le commissaire français, quel que soit son poste finalement? Alors, deux choses. D'abord, je ne peux rien confirmer parce que je pense qu'il faut respecter des formes. On parle d'être commissaire aux affaires économiques et monétaires, ça? Les formes, c'est que c'est le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui forme, comme on dit, le collège. Le gouvernement, son collège. Oui, c'est une sorte de gouvernement de l'Europe, on en reparlera peut-être. Donc vous ne pouvez pas confirmer aujourd'hui la nature? J'ai rencontré Jean-Claude Juncker jeudi, il m'a fait part des fonctions qu'il souhaitait me confier. Il m'a aussi naturellement dit que c'était à lui d'annoncer les choses. Je pense que ce sera fait dans la semaine. Peut-être mercredi, c'est la date que j'ai entendue. Et à partir de ce moment-là, la nouvelle commission se mettra tout de suite au travail. C'est pas simple. Il faut d'abord qu'elle définisse ses propres méthodes de travail. Il y a une autre étape qui est très importante, c'est de passer par les auditions du Parlement européen. Le Parlement européen qui est une institution très forte, qu'il faut respecter, qu'il faut convaincre. Et moi, je m'y emploierai avec beaucoup d'énergie pour ma part et avec beaucoup de respect pour ce Parlement. Et c'est à Jean-Claude Juncker de donner l'ensemble. Il y a simplement deux choses que je peux dire. La première, c'est sur la France. La France est un grand pays européen. La France est la 2e économie de la zone euro. La France est la 5e économie du monde. Bien sûr, il y a des difficultés en France. Évidemment, il y a des réformes à conduire. Évidemment, il y a une situation politique. Mais non, ça n'affaiblit pas la France. Parce que la France est nécessaire à l'Europe, comme l'Europe est nécessaire à la France. Et le commissaire français, je peux le dire maintenant,
occupera une responsabilité importante dans cette prochaine commission. C'est attendu par nos partenaires, et c'est fondamental qu'il en soit ainsi. La deuxième chose, c'est que c'est Jean-Claude Juncker qui annoncera les fonctions qu'il me confie, mais rien n'est interdit à un Français, rien. Parce que, par définition, d'abord, quand on devient commissaire, encore une fois, on se porte à l'échelle de l'intérêt général européen. Demain, commissaire européen, je ne serai pas l'ambassadeur d'un pays, je ne serai pas l'ambassadeur d'un parti. J'agirai au nom de règles européennes. Bien sûr, je le ferai avec ma sensibilité. Je ne vais pas, encore une fois, abdiquer ce que je suis. Mais c'est différent. Et puis, la deuxième chose, c'est parce qu'encore une fois, la France n'a rien qui doive lui apparaître comme un interdit. Par exemple, en matière de finances publiques, la France n'a jamais dérogé aux règles. Jamais. Elle a toujours respecté les règles. Et à ma connaissance, le gouvernement français ne demande pas de les changer. Comment avez-vous perçu quand même le quasi-veto des Allemands en juillet par rapport au poste de commissaire économique et monétaire ? C'était pas très aimable de leur part. Quelle leçon vous en tirez ? J'ai toujours dit qu'il n'était pas possible qu'il y ait une forme de veto pour des raisons de fond et de forme. La raison de forme, elle est très importante, c'est que c'est le président de la Commission européenne qui forme le collège. Et les raisons de fond, c'est que l'amitié franco-allemande, qui est centrale, qui est essentielle, interdit précisément qu'on fasse cette forme de veto l'un par rapport à l'autre. D'ailleurs, du coup, il n'y a pas eu de veto. Il y a eu des discussions, il y a eu des dialogues. Pas dire que c'était toujours très facile, mais non, ça n'était pas possible. Et au final, on se comprend. Sophie Malibaud. Quand vous êtes sorti du gouvernement et que vous étiez déjà positionné comme futur commissaire européen, vous aviez dit que c'était une sortie par le haut. Est-ce que cela signifie qu'en fait, tout se décide à Bruxelles ? Non, ça signifie simplement que c'est une responsabilité majeure. La Commission européenne, c'est un acteur du changement. Vous savez, il y a eu des élections européennes il y a quelques mois. Le message a été dramatique. Quand on regarde, y compris la situation française et la montée du Front National, qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? Ça nous dit que l'Europe telle qu'elle est perçue davantage comme une contrainte, comme une punition, comme un problème, que comme une solution et un espoir. Et c'est dans la Commission européenne, la future Commission européenne, que réside la possibilité d'un nouvel espoir, la possibilité d'une construction qui soit à nouveau perçue comme un projet. Et ça passe par une chose, ça passe par la priorité absolue qui doit être donnée à la croissance et à l'emploi. Si pendant 5 ans, on reste dans ce qu'on appelle le business as usual, si on continue, en d'autres termes en français, exactement sans rien changer, alors à ce moment-là, il ne faut pas s'étonner si à la fin, il y a du rejet. Donc la Commission européenne, c'est l'acteur du changement en Europe, c'est le vecteur de l'intérêt général, c'est elle qui fait les propositions, c'est elle qui ensuite exécute et administre l'Europe. Oui, c'est sans doute l'institution centrale, pilier, telle qu'elle a été voulue par les pères fondateurs, à commencer par Jean-Pierre. Alors, Pierre Moscovici, on parlera de tout cela, mais justement, pour comprendre ce qu'est la Commission européenne, quel sera le rôle d'un commissaire et peut-être les premiers signes de cette Commission Juncker, petit rappel, petit encadré sur le fonctionnement de cette commission. On entend peu parler d'eux et pourtant, ils décident des grandes orientations politiques de l'Europe. Souvent mal perçus, à l'image de la Commission Barroso et ses réformes impopulaires, les commissaires européens sont assez symptomatiques de la crise de confiance des citoyens vis-à-vis de l'Union européenne. Mais quel est réellement le pouvoir de ces super-ministres ? Alors que Jean-Claude Juncker est en train de composer la nouvelle Commission, quelles vont être ses priorités ? Va-t-il réussir à incarner le changement attendu par beaucoup ? La Commission européenne, c'est donc un peu le gouvernement de l'Europe. Et le commissaire est une sorte de ministre pour 5 ans. Il a un portefeuille et une administration. Toutes les semaines, le collège de commissaires se réunit à Bruxelles. Là, tous ensemble, ils proposent des lois qui seront soumises au Parlement et au Conseil. Il gère aussi le budget de l'Union et veille à faire respecter les politiques européennes. D'abord proposé par le gouvernement de chaque pays, c'est le président de la Commission, Juncker en l'occurrence, qui attribue les postes avec l'aval du Conseil. La liste des 28 est ensuite approuvée par le Parlement. Ce sera en octobre. Et de vastes chantiers attendent la future Commission. Mettre en place une politique énergétique européenne et aussi négocier un traité de libre-échange équilibré avec les États-Unis. Jean-Claude Juncker le garantit. L'accord ne sera pas conclu à n'importe quel prix. Mais son cheval de bataille, ce sera la croissance. La crise n'est pas terminée tant qu'il y a 25 000 hommes et femmes qui sont au chômage. La crise est terminée lorsque le plein emploi aura été restauré. D'où un ambitieux plan de relance, 300 milliards d'euros en 3 ans pour encourager les investissements publics et privés. Le pari est risqué car il s'agit de réduire la dette en puisant dans des fonds déjà existants.
Juncker, qui connaît bien les rouages bruxellois, va donc devoir réaliser un numéro d'équilibriste. Car si son plan de relance redonne espoir aux sociodémocrates et fait le jeu de François Hollande et Matteo Renzi, l'ombre de Berlin et sa politique d'austérité planent toujours. En filigrane donc, la question est de savoir si cette commission va renouer avec ses citoyens et se libérer de la pression des lobbies et des chefs d'État. À en croire son président, oui. La commission sera politique. Je la veux plus politique. Elle sera très politique. Ça vous va bien, ça? Il y a une image un peu techno habituellement donnée à cette commission. Là, il veut une commission politique. Vous vous sentez bien dans ce projet? Regardez comment elle est composée, parce que maintenant, on en connaît la composition. Ouais. Je crois que pratiquement tous les membres ont occupé des responsabilités dans leur gouvernement. Certains ont occupé des responsabilités importantes. Il y a même, je crois, 4 ou 5 anciens premiers ministres, à commencer par le président de la Commission lui-même, Jean-Claude Juncker. Qui a été très longtemps, plus de 20 ans. C'est-à-dire que le profil qui a été choisi, ce n'est pas des bureaucrates, ce n'est pas des technocrates, ce sont des hommes et des femmes qui connaissent la politique. Et ça me paraît important, parce que, encore une fois, l'objectif central, c'est bien celui que dit Jean-Claude Juncker, c'est la relance de la croissance, par l'investissement. C'est fondamental parce qu'au fond, nous souffrons en Europe. Je mène actuellement une mission parlementaire qui m'a amené un peu partout, qui va continuer d'ailleurs à m'amener un peu partout. J'irai à Varsovie dans quelques jours, après avoir été à Prague, à Berlin, à Madrid, à Londres, dans toutes les grandes capitales européennes. Eh bien, ce que je constate, c'est que partout, il y a ce déficit d'investissement. Si les économies européennes sont aujourd'hui trop peu compétitives, si elles sont à l'arrêt en termes de croissance, c'est parce qu'on manque d'investissement. D'où l'initiative et l'intuition du plan d'investissement de 300 milliards d'euros sur 3 ans. Je dirais presque, d'une certaine façon, c'est un minimum. Mais faire ce plan n'est pas déséquilibrer les finances publiques européennes. Il n'y a pas, pour moi, de contradiction entre investir et être sérieux sur le plan budgétaire. Il s'agit de mobiliser une épargne qui est abondante, qui existe, et de la drainer vers l'investissement. Et pour ça, nous avons des outils. J'en mentionnerai un, la Banque européenne d'investissement, notre banque. C'est une banque qui doit servir à... Elle prête à 0% pratiquement maintenant. Elle prête à 0% et elle permet aussi de développer des investissements sur les territoires. Quand j'étais ministre de l'économie et des finances, j'ai signé une convention avec la BEI et la Caisse des dépôts et consignations pour des financements d'infrastructures. Une autre convention avec la BEI et ce qu'on appelle la Banque publique d'investissement pour des financements de PME. J'ai été avec le vice-président de la BEI, M. de Fontaine-Vive. J'étais à Lille pour lancer le plan Campus avec Geneviève Fioraso. Et avec Marisol Touraine, nous étions aussi avec M. de Fontaine-Vive pour lancer le plan Hôpital. Si vous voulez, tout ça, ce sont des investissements qu'il faut déployer sur le terrain. Et si j'ai mentionné ces 4 exemples, c'est parce que ça doit être à la fois de l'investissement public et de l'investissement privé. Et il faut bien comprendre que 1 euro mis par la Banque européenne d'investissement peut générer 10 euros d'investissement public ou privé qui soit d'origine nationale. Et ça, cet effort, on doit le faire parce que l'enjeu, c'est que l'économie européenne élève, je ne veux pas être technique, son potentiel de croissance. C'est-à-dire que la croissance européenne repart de l'avant. Elle est aujourd'hui beaucoup trop faible par rapport aux autres grandes économies développées. Sophie Mélibaud. Quand François Hollande est arrivé aux affaires, et vous avec, à ce moment-là, vous parliez de relance, de la croissance par la relance. Doper la demande, par la demande intérieure. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ne mise plus sur la relance par la demande? D'abord, je voudrais rappeler quand même qu'on nous dit ça pour nous dire vous avez déjà fait ces propositions, elles ne sont pas entrées en vigueur. C'est pas exact. Quand je suis arrivé au ministère des Finances, je m'en souviens très bien, la situation de la zone euro était dramatique. La question qu'on se posait, c'était est-ce que la Grèce va rester? Est-ce que l'euro va survivre? Est-ce que nous aurons encore cette monnaie commune entre nous? Et depuis 2 ans, on a quand même stabilisé les choses considérablement. La Grèce est dans la zone euro. J'étais en Grèce il y a une semaine. Et elle est même en train maintenant d'envisager d'aller vers la sortie de son programme, comme on dit. Nous avons aussi construit l'union bancaire, qui est un sujet fondamental, qui permet de s'assurer de la stabilité du système financier. On a mis en place des outils. On a augmenté le capital de la Banque européenne d'investissement. On a créé ce qu'on appelle les project bonds, des obligations de projet qui permettent justement de financer des projets. Ça ne marche pas encore comme ça devrait. Ça aussi, on peut sans doute améliorer les choses, améliorer le fonctionnement. Et donc, il y a eu des choses de fait. En même temps, on sent bien que ça a été insuffisant. Et encore une fois, c'est le message pour moi des élections européennes. Si on n'est pas capable d'être beaucoup plus ambitieux, d'être beaucoup plus volontaire, d'être beaucoup plus favorable à la croissance et à l'emploi, alors à ce moment-là, les citoyens se détourneront encore davantage du projet européen, qui est pourtant leur seule voie pour peser dans le monde, la seule voie pour que nos pays comptent encore à l'ère de la mondialisation. Et donc c'est fondamental qu'il en soit ainsi, essentiel, vital. Et c'est ce que nous allons faire. Et ça,
c'est encore de la relance par la demande. Parce que l'investissement a une caractéristique en économie, c'est ça qui est très intéressant, c'est à la fois une composante de la demande. Dans les théories dites keynésiennes à l'époque, de Keynes, c'est la consommation et l'investissement qui sont la demande, et c'est aussi une composante de l'offre. Parce que quand on investit, on consolide l'appareil productif, on renforce l'industrie. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il faut aussi qu'il y ait une politique industrielle européenne, comme en France. Ce plan de 300 milliards, effectivement, 300 milliards d'euros qu'avait annoncé M. Juncker au moment de sa nomination, qu'en est-il vraiment? Ça ne semble pas être de l'argent nouveau, disons. C'est plus de la redistribution d'argent qui est déjà budgété, etc. Qu'est-ce que ça va apporter réellement? Qu'est-ce qui va piloter ce plan, d'ailleurs? C'est vous? C'est pas comme ça que je vois les choses. Ce que je crois, c'est qu'encore une fois, c'est de l'épargne qui est disponible. C'est de l'argent qui existe. C'est pas de l'argent créé ex nihilo, c'est pas de la poudre de perlimpinpin. C'est pas de l'argent venant du budget communautaire, déjà? Non, ça ne va pas être ça. Le budget communautaire, il a été voté pour 7 ans. Alors on peut aussi créer des mécanismes qui permettent d'appuyer davantage la Banque européenne d'investissement. Ça fait partie des possibilités. Je ne veux pas du tout être technique. Mais non, l'idée, c'est de faire en sorte que l'épargne, qui existe déjà, mais qui est aujourd'hui en quelque sorte gelée, qui reste dans les madeleines, qui reste dans les banques aussi, soit mise en circulation, elle soit activée, elle soit orientée vers l'investissement. Et pour ça, nous avons encore une fois des outils. Et ces outils, c'est aussi bien l'union bancaire qui doit quand même permettre au système bancaire d'être rassuré et de pouvoir être plus volontaire. Enfin, qui d'entre nous ne connaît pas des entrepreneurs plus ou moins grands qui se plaignent qu'il n'y ait pas assez de prise de risque? La prise de risque, c'est fondamental. Il faut que les banques prennent plus de risques. Il faut que la Banque européenne d'investissement, c'est de l'argent public, il faut faire attention, soit à même de prendre plus de risques, peut-être, et des risques garantis. Et c'est comme ça qu'on parviendra. Il n'y a aucun problème. L'argent est là à mettre sur la table ces 300 milliards d'euros d'investissement sans pour autant dégrader la situation de nos finances publiques, parce que le désendettement reste un objectif. Vous savez, sur le désendettement, moi j'ai... La nouvelle crainte, les experts aujourd'hui agitent le chiffon rouge de la déflation. C'est d'ailleurs ce qui contraint en France, mais dans le reste de l'Europe également. Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est un véritable risque, un nouveau risque de crise profonde pour l'Europe? Il y a, c'est vrai, une inflation qui aujourd'hui est terriblement faible, et quand l'inflation est très faible, ça appauvrit un certain nombre d'agents économiques, et ça aussi limite l'efficacité de certaines politiques publiques. Prenez le cas, par exemple, du gel d'un certain nombre d'indices. Par définition, quand il n'y a pas d'inflation, le gel ne rapporte rien en termes de finances publiques. Et donc, ça compromet le désendettement, ça le rend plus compliqué. Et il n'y a pas de croissance sans désendettement, il n'y a pas de désendettement sans croissance. C'est pour ça qu'il faut que ce plan d'investissement soit un plan qui permette de doper la croissance et l'emploi, et ce faisant, améliorer aussi les rentrées, permettre le désendettement. Et pour le reste, sur l'inflation, je crois que la Banque centrale européenne est maintenant très consciente du danger. Au fond, c'est elle qui a la responsabilité de la stabilité des prix. Et elle peut agir quand les prix deviennent trop élevés, c'est la lutte contre l'inflation. Elle peut aussi agir quand elle a le sentiment que l'inflation menace l'économie, et c'est peut-être une des raisons, un des déterminants de ce que Mario Draghi fait. Mario Draghi est un homme pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Je trouve que c'est un homme qui est en train de changer le profil de la Banque centrale européenne, de l'élargir, et qui, par sa parole, comme par ses actes, donne les bons signaux. Alors après, on peut toujours discuter. Il devrait en faire plus aujourd'hui ? Il vient d'en faire pas mal. Mais je crois qu'il va dans le bon sens, et que ça a y compris maintenant un effet certain sur un autre paramètre qui est très important pour les entreprises, notamment industrielles, qui est le taux de change. Le change euro-dollar qui commence à se rapprocher de données qui sont plus normales, qui correspondent davantage à l'état réel des économies, à ce qu'on appelle les parités de pouvoir d'achat. Nous allons faire un point d'information dans un instant, mais rappelons, au moment où vous arrivez à Bruxelles, 25 millions de chômeurs dans l'Europe, et peut-être une perte de rêve de cette Europe. Nous avons l'âge, enfin vous avez l'âge du traité de Rome, de cette naissance de l'Europe. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à ces jeunes pour qu'ils aillent voter, pour qu'ils sentent européens, pour qu'il y ait un souffle à nouveau? Mais enchanter le réel. Avant de leur dire quelque chose, de leur raconter des histoires, il faut qu'il y ait des choses concrètes. Et le chômage des jeunes est une perspective insupportable. Je le disais, il y a 8 jours, 10 jours, j'étais en Grèce. J'ai rencontré le Premier ministre, M. Samaras, qui se bat pour son pays. Et quand vous avez un chômage des jeunes qui est à 60% dans ce genre de pays, quand vous avez 70% des chômeurs qui sont des chômeurs de longue durée, de plus d'1 an, c'est insupportable. Et c'est la raison pour laquelle la croissance et l'emploi, c'est pas une option, c'est une nécessité vitale. Un devoir. Et il faut savoir une chose, c'est que si nous ne sommes pas capables, il y a une course de vitesse, si nous ne sommes pas capables de traiter ce genre de problème et d'offrir une perspective à nos jeunes, ce sont nos démocraties qui sont en péril. Comment voulez-vous qu'à un moment donné, on vote
pour un projet européen ou pour des gouvernements nationaux démocratiques si la seule issue, c'est le chômage de masse. C'est pour ça que c'est la priorité des priorités qui dépasse, qui rassemble toutes les autres. Alors écoutez, nous allons faire ce point d'information et on vous retrouve dans un instant pour prolonger cet entretien. Retour à international, nous recevons Pierre Moscovici, commissaire européen. Nous saurons dans quelques jours, dans quelques heures, quelle est la nature exacte de votre mission, de votre portefeuille. On dit qu'il y aura évidemment une corrélation avec l'économie, mais nous attendrons pour savoir. Dans le point d'information, on parlait de l'Ukraine, Sophie Malibaud. Oui, tout à fait. Donc les incertitudes liées à cette crise russo-ukrainienne risquent-elles de peser maintenant sur l'économie de l'Europe? On le voit, a priori, les Allemands, déjà, leurs exportations vers la Russie sont gênés. Est-ce que ça risque vraiment d'affaiblir le retour à la croissance? Ça pèse assurément sur l'économie de l'Europe. Vous vous rappelez la situation allemande. L'Allemagne, c'est la grande économie, c'est l'économie centrale en Europe. Pour le coup, on ne se pose pas de questions sur elle. Mais pourtant, le deuxième trimestre a été un trimestre négatif. Et sans doute, cette crise ukrainienne a été un des facteurs qui explique le ralentissement de la crise de la croissance allemande, même si ce n'est pas le seul. Et donc, il a besoin du gaz de Poutine. Donc, ce qui est fondamental, c'est de continuer à privilégier la désescalade, 2, de faire montre de fermeté, et 3, de trouver aussi des solutions, comme par exemple on l'a cherché pour l'agriculture. Mais il faudra bien qu'on trouve une sortie structurelle de cette crise, basée encore une fois sur la désescalade, sur le respect de la démocratie en Ukraine et sur la fermeté. Fermeté, ça veut dire nouvelles sanctions, notamment sanctions plus fortes dans le domaine militaire. Qu'en est-il de la vente du Mistral là? Il faut le livrer ou pas? Il me semble que le président de la République s'est exprimé sur le sujet. Là, pour le coup, je ne suis plus dans le gouvernement français, mais il m'a semblé que la position était claire, c'est-à-dire que cette vente était suspendue jusqu'en novembre, et que la livraison, et que c'était lié à la perspective d'un cessez-le-feu durable et d'une solution durable en Ukraine. Donc ça fait partie en effet de la fermeté. Ouais. Et c'est une bonne décision. Mais est-ce que ça mène vraiment des résultats? Le cessez-le-feu des derniers jours a l'air d'être assez mal tenu. Poutine joue le chaud, le froid. Encore une fois, c'est une combinaison de facteurs qui doit faire à la fois preuve de fermeté, chercher des solutions de fond et permettre la désescalade. C'est d'ailleurs un bon signal, le fait que le président du Conseil... Et je sais que l'Union européenne est très très mobilisée là-dessus, évidemment. Très mobilisée. Je vous demandais, c'est d'ailleurs peut-être un signe important, le fait que le président de ce Conseil européen soit un Polonais, Donald Tusk, qui connaît bien, et pour cause, la Russie, ce dossier. Vous-même, vous avez, dans votre histoire personnelle, une proximité. C'est un bon signal, cette nomination? Je crois que c'est un bon signal à tous égards. Parce que, vous savez, l'Europe aujourd'hui n'est plus l'Europe d'il y a 20 ans. Quand j'ai été pour la première fois élu député européen, c'était en 1994. On était 15. Est-ce qu'on était 15? Peut-être 12 même. Je ne me souviens plus très bien. Sans doute 12. Et rendez-vous compte, on est 28 aujourd'hui. Ces pays qui sont là depuis maintenant 13 ans, 10 ans, 2004, 2007 pour la Roumanie et la Bulgarie, ce ne sont pas des pays de second rang. Il faut arrêter de penser qu'il y a une nouvelle Europe et une vieille Europe. Et le symbole d'un président du Conseil européen polonais pour dire voilà, cette Europe maintenant elle est réunifiée, est élargie, est fondamentale. Et par ailleurs, il y a aussi sans doute une certaine forme de sensibilité politique par rapport à la Russie qui compte aussi. Non, c'est un symbole très très fort que la France a voulu. Pourtant, la France qui va donc accueillir aussi le sommet climat en 2015, Donald Tusk, la Pologne, n'est pas vraiment en tête sur ce chapitre-là. C'est un autre sujet, mais ça n'empêche pas qu'il fallait ce symbole, j'allais dire géopolitique, politique tout court d'ailleurs, que d'avoir un président du Conseil européen polonais. Ça veut dire que le facteur géopolitique commence à peser, à avoir une importance vraiment. On parlait tout à l'heure d'une commission plus politique. L'Europe doit être politique. Politique au sens fort du terme, au sens noble du terme, mais politique, totalement politique. Si l'Europe n'est pas un acteur politique, si ça reste justement une espèce de superstructure bureaucratique, alors à ce moment-là, tout le monde va s'en détourner. Et il faut redonner un sens politique à l'Europe. Et ce sens politique, c'est le rêve, c'est l'espoir, c'est ce qui permet de rassembler nos forces, c'est ce qui nous permet de peser dans la mondialisation. Pour un pays comme la France, par exemple, certains pensent, c'est le cas du Front National, qu'il faut sortir de l'Europe ou qu'il faut sortir de l'euro, de l'Europe. Oui, mais d'une certaine façon de l'Europe. Parce que si la France sortait de l'euro, elle perdrait toute capacité. Et comment vous réagissez quand vous voyez que ce sont ces eurosceptiques qui gagnent les élections en France? Ces partis-là font une erreur historique. La seule façon pour la France de compter dans le monde d'aujourd'hui, c'est qu'elle soit forte dans une Europe forte.
C'est ça qu'il faut faire. Donc, comment expliquer? Mais c'est très simple. Ça nous ramène à ce que l'Europe fait, à ce qu'elle ne fait pas. Les Britanniques, les Anglo-Saxons ont un mot pour ça. Est-ce que l'Europe délivre? Est-ce que ça produit des résultats? Non, pas suffisamment. L'Europe a été confrontée à une crise depuis 6 ans, mais nous avons à peine maintenant retrouvé les niveaux de production de 2008. Évidemment, on voit, moi je suis encore député, je le suis, j'en suis très fier, j'étais hier dans ma circonscription dans le Pays de Montbéliard, le chômage n'augmente pas, mais il est toujours là, toujours aussi fort. Nos industries souffrent, et à partir de ce moment-là, ce qu'il faut, c'est redonner de la perspective. D'où le fait que la priorité à la croissance et à l'emploi, c'est pas une priorité théorique, c'est une priorité profondément politique. C'est celle qui permet de redonner du sens, de l'espoir, de la confiance dans le projet européen. Mais est-ce que le tort de Bruxelles, c'est pas aussi de mettre tout le monde au même rythme? C'est-à-dire qu'il y a par exemple, pour le rythme de la compression des dépenses, ça peut pas être le même dans tous les pays de l'Europe. Est-ce qu'il faudrait pas un peu plus adapter les solutions En réalité, vous L'Europe savez, à géométrie variable, quoi. En réalité, vous savez, nous avons des règles, et il faut les appliquer. Bon, ces règles ne sont pas non plus des règles absurdes, et ce ne sont pas des règles trop rigides. Il y a des flexibilités. Je prendrai un exemple. M. Ricard le sait, puisqu'il a longtemps suivi ces sujets-là, et nous le connaissons depuis Bruxelles. 11 ans à Bruxelles, J'ai Ricard. été le ministre de l'économie et des Finances qui a obtenu de la Commission européenne un délai de 2 ans pour le passage en deçà de 3% du PIB des déficits français. Je n'ai demandé aucune exception aux règles, aucune dérogation aux règles. Et c'est en fonction des règles que le commissaire de l'époque, Olli Rehn, qui était en charge des affaires économiques et monétaires, a pris cette décision. Pourquoi l'a-t-il pris? Parce qu'il considérait que les circonstances objectives de l'économie française étaient telles que respecter le délai eût été un danger majeur pour l'économie française. Ça peut se reproduire. Quand nous sommes arrivés en 2012, les déficits étaient à 5,3%. Qu'est-ce que ça aurait représenté de passer en 1 an et demi à 3% sans croissance? Ça aurait été la mort de la croissance française. Ça aurait été la récession. Ceci dit, la France ne va pas non plus arriver à tenir le cap des 3% d'ici à 2015, en dépit des 2 ans de délai déjà accordés. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut un nouveau délai? Vous voyez rappeler à l'ordre vos successeurs? Peut-être que c'est vous qui devrez le faire, d'ailleurs. Il y a une chose que je sais, il ne faut pas raisonner en termes de rappel à l'ordre. Il faut raisonner en termes de règles. Il y a des règles, ce sont des règles communes, ce sont des règles partagées. Il faut les appliquer. Et la France appliquera les règles, à ma connaissance. Et je n'ai pas de raison que ce soit une mauvaise connaissance. Mais dans quel délai? La France ne demande aucune dérogation, aucune exception. La règle des 3%, on peut s'en affranchir. Aucune suspension des règles. Non, mais c'est important. C'est-à-dire, la France entend agir dans le respect des règles communautaires. Après, la question, c'est comment ces règles s'appliquent-elles? C'est la question dite des flexibilités. Et je crois que ce qu'il faut faire... Non, mais nos partenaires finissent par plus nous croire. Si on va de délai en délai, finalement... Ce qu'il faut faire, encore une fois, c'est respecter les règles, c'est réfléchir à comment les appliquer. Il ne peut pas y avoir, à l'égard de la France, ni une complaisance, ni non plus une ignorance de la situation réelle de cette économie. Vu de Bruxelles, 3%... Ni complaisance, ni ignorance. Vu de Bruxelles, 3% de déficit en 2015, c'est toujours tenable à votre connaissance ou est-ce qu'il faut ajuster justement? Je dirais avec que je n'ai pas encore les chiffres et que je n'ai pas. Ça a encore un sens de dire 3% de déficit maximum. Ça a encore un sens. Mais vous savez, les règles précisément, les traités ne disent pas 3% de déficit. Ils disent 3% de déficit comme objectif. Et ils regardent aussi le chemin pour y arriver et ils s'attachent à une autre donnée qui est importante, qu'on appelle les réductions des déficits structurels. Qu'est-ce que c'est les déficits structurels? C'est les déficits qui sont indépendants de la croissance. Autrement dit, ce qui est important, c'est de garder des ancres, des boussoles, des caps. Et quel est le cap suivi par la France? C'est le cap d'un pays qui réduit ses dépenses publiques. Et il y a des engagements de réduire de 30 milliards d'euros. C'est un pays qui agit pour ces entreprises, c'est ce qu'on appelle le pacte de responsabilité, et c'est un pays qui mène des réformes structurelles. Et c'est à partir de tous ces paramètres-là que les Européens, pas tel ou tel commissaire, auront à apprécier cette situation, mais ils le feront, j'en suis persuadé, à la fois dans le respect des règles et avec intelligence. Alors Pierre Moscovici, nous avons profité du fait que vous n'êtes pas encore en fonction de commissaire européen, vous êtes un homme politique français, on va parler de cette semaine particulière, semaine noire pourrait-on dire en France, notamment pour le président de la République, des quoi qu'au gouvernement a peut-être laissé ça de côté, mais un livre dont on a beaucoup parlé ici même, dans lequel Valérie Trierweiler donne un portrait donc de François Hollande, un portrait terrible. Vous avez reconnu des éléments de ce portrait? J'ai pas lu ce livre. Vous allez le faire?
j'en sais rien. C'est pas mon urgence. En ce moment, je lis plutôt un livre sur l'affaire Dreyfus, ça m'intéresse davantage, que je recommande, de Robert Harris. Très intéressant, très bien fait. Bon. Je plaisante, mais il y a d'autres lectures possibles. Mais je ne dis pas non plus qu'à un moment donné, une curiosité humaine... De ce que vous avez entendu. Mais de ce que j'ai entendu, je vais vous dire surtout, ça m'inspire deux réflexions. La première, c'est que on a des vies publiques, elles sont lourdes, il y a des vies privées, et nos vies publiques ne sont pas... doivent être préservées, les fonctions doivent être préservées, donc il y a cette interférence entre vie privée et vie publique et exposition de la vie privée est gênante. Et puis la deuxième chose, c'est que d'après ce que j'ai entendu, non, je ne reconnais pas le François Hollande que je connais. François Hollande est pour moi un compagnon politique depuis 30 ans, c'est aussi quelqu'un pour qui j'ai de l'amitié, avec qui s'est développée entre nous une amitié depuis maintenant très longtemps. Et je ne l'ai par exemple jamais entendu prononcer des paroles désobligeantes sur les pauvres. Au contraire, le sens d'un engagement politique socialiste, c'est d'agir pour l'égalité, c'est d'agir pour le sort des plus modestes. Et ce genre de propos-là, non seulement me surprend, mais non, je ne le crois pas une seconde. Et il faut absolument respecter la personne, bien sûr, mais aussi l'institution, celle du président de la République. Il faut garder à nos institutions leur force, il faut les préserver. Le président de la République, c'est une personne, il s'appelle François Hollande. Il est élu jusqu'en 2017. Se représentera-t-il ? Il a dit j'irai jusqu'au bout. Mais évidemment, il ira jusqu'au bout. Et il doit aller jusqu'au bout. Ce sont nos institutions. Et on ne doit pas chercher à travers Vous avez été son directeur de campagne. Il peut se représenter ? Je termine là-dessus. On ne doit pas chercher à travers des difficultés personnelles à attaquer une fonction. Non, c'est fondamental que la fonction présidentielle soit préservée dans ce pays, parce que c'est lui qui donne le cap, c'est lui qui est la clé de voûte des institutions, c'est lui aussi le président de la République qui est l'élément de solidité. Véridique ou non, au bout du compte, est-ce que ces propos ne vont pas avoir un impact sur la trajectoire de François Hollande ? Est-ce que ça ne risque pas de le mettre en difficulté ? Je pense que les Français sont assez lucides sur le déterminant de ce livre, sur les causes qui ont provoqué son écriture, et qu'ils connaissent aussi François Hollande. Ils peuvent avoir, encore une fois, sur lui une opinion positive ou négative. Les sondages sont ce qu'ils sont. Mais ils savent aussi que cet homme est un homme qui a un parcours politique, d'homme de gauche, de socialiste, et qu'il a une humanité. Vous avez écrit en 2011 un livre, Défaite interdite, pour dire que la gauche ne pouvait pas, après Sarkozy, passer son tour. François Hollande a été élu. Est-ce que ça ne veut pas dire que François Hollande peut être la gauche dans son ensemble le plus à l'aise dans la conquête du pouvoir, à faire rêver, que dans l'exercice du pouvoir ? C'est précisément ce qui ne doit pas être le cas. La gauche est une force de gouvernement, et c'est une force de gouvernement responsable. Et je prononce à dessein ce mot de responsabilité, parce que maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut garder le cap. Il ne faut pas dévier. Il faut réformer ce pays. Nous sommes arrivés aux responsabilités. Vous voyez, je suis encore un homme politique français. En 2012, dans une situation économique qui était préoccupante, des déficits pour le coup insupportables, un endettement qui explosait, un commerce extérieur dégradé, une compétitivité. Il l'a pas dit assez à l'époque. Mais je pense que il a voulu, François Hollande, apaiser le débat après 5 années qui étaient très clivantes. Et c'est vrai que nous n'avons du coup pas fait suffisamment l'inventaire ou le bilan pour dire nous allons être obligés de prendre des mesures difficiles parce que la situation est celle-là. Je pense qu'il y a eu là, c'est vrai, peut-être quelque chose qui est de l'ordre du déficit d'explication fort dont nous subissons encore aujourd'hui le contre-coup, parce qu'on se dit ils n'ont pas fait, ou plutôt ils font ce qu'ils n'ont pas dit, ce qui n'est pas exact, car notre campagne est une campagne sérieuse. Bon, je ne veux pas faire de la spéléologie ou de l'histoire. Ce qui est important maintenant, c'est que la gauche, avec François Hollande, avec Manuel Valls, puisque ce sont eux qui sont responsabilités, continue à réformer ce pays, à le moderniser. Et quel sera le critère en 2017 ? Est-ce que la France va mieux qu'en 2012 ? Est-ce que les résultats sont là ? Est-ce que les résultats sont là ? Est-ce que la France est plus compétitive ? Est-ce que le chemin de l'investissement est reparti de l'avant ? Est-ce que le chômage commence à diminuer ? Est-ce que les déficits publics ont été réduits ? Est-ce que nous sommes plus forts au fond ? Et ce que je sais, c'est que l'obsession de ceux qui dirigent ne doit pas être tournée vers l'explication sur telle ou telle péripétie, douloureuse, difficile, mais vers l'essentiel. Et quand on regarde la France en Europe, on attend ça avant tout, la réforme. Comment vous comprenez la fronde à gauche, le fait qu'une partie de la majorité ne suive plus ? Je pense qu'il y a... Une trahison des promesses ? Non, pas une... Il aura la confiance au gouvernement. Vous allez voter la confiance, vous, au Parlement ? La confiance, je la voterai. Ouais. Je la voterai le 16 septembre.
Et c'est très important que ce gouvernement ait la confiance. Pourquoi ? Il l'aura ? Oui, il l'aura. Et pourquoi l'aura-t-il ? Il l'aura parce que d'abord, c'est d'intérêt général, je dirais presque d'intérêt national. Vos collègues n'ont pas envie de retourner devant les électeurs en ce moment. Mais personne n'a intérêt à ce que la France connaisse une situation instable. Ce n'est pas une bonne chose. On a besoin de constance, on a besoin de force. Et donc, il y aura cette confiance, j'en suis sûr. Et quant aux frondeurs, ils expriment des sensibilités que pour ma part, je ne partage pas. Je ne crois pas... D'abord, je ne crois pas que la France mène aujourd'hui une politique d'austérité. Franchement, nous avons 4% de déficit en 2014, je crois. C'est ce chiffre-là que Michel Sapin a mentionné, ou autour de 4%. On verra le chiffre réel. Est-ce que nous sommes dans une politique d'austérité ? Qu'est-ce qu'il voudrait ? Qu'on fasse 5, 6, 7 ? Il voudrait qu'on commence à douter dans la France. Il voudrait que la dette publique continue à exploser. Tout euro consacré à la dette publique, c'est 1 euro en moins pour le service public, c'est 1 euro en moins pour l'éducation, pour la justice, pour la sécurité, c'est 1 euro en moins pour la compétitivité. Chaque fois qu'on nourrit le service de la dette, on affaiblit le pays. Et donc non, je pense qu'il y a des options économiques ou politiques qui sont différentes. Et en même temps, il faut que tous les socialistes, puisqu'ils sont la majorité, aient le sens de la responsabilité collective. Et c'est pourquoi cette confiance, elle est encore une fois d'intérêt général. Philippe Ricard. Comment avez-vous perçu le départ du gouvernement d'Arnaud Montebourg, qui était quand même un de vos rivaux? Vous avez travaillé. Merci, vous avez travaillé, vous avez pas mal combattu ensemble aussi, il me semble. C'était une clarification ou c'était au contraire assez maladroit dans la mesure où finalement ça a donné aussi pas mal d'air aux frondeurs et fragilisé la majorité? C'est le président de la République et le Premier ministre qui ont pris cette décision. Moi, je ne le commande plus. Je suis pas ailleurs, mais je me tourne vers autre chose. Je me tourne vers des responsabilités européennes. C'est pas les sujets qui me passionnent le plus. Ça m'a jamais passionné, mais maintenant ça va me passionner encore moins, c'est sûr. Mais ce qui est clair, c'est que quand, dans un gouvernement, il y a 2 lignes qui s'expriment sur le sujet central qui est la politique économique, notamment de la part du ministre de l'économie. Il faut une clarification, il faut une cohérence. Et je trouve que tout le monde a compris en réalité qu'il n'y avait pas d'option et que dès lors que cette ligne alternative s'exprimait de l'intérieur, Manuel Valls et François Hollande n'avaient pas d'autre choix que de clarifier et de rendre les choses cohérentes. Il y a maintenant un gouvernement qui a cette clarté, qui a cette cohérence, avec un nouveau ministre de l'économie qui est un homme que je connais bien, qui a du talent, de l'énergie. Je parle d'Emmanuel Macron. Justement, je voulais parler d'Emmanuel Macron, donc le nouveau ministre. Vous pensez que ces options à lui vont être conciliables avec le flanc gauche du parti au pouvoir ? Je crois qu'en réalité, la différence de fond entre Arnaud Montebourg et le reste de l'équipe gouvernementale était moins importante qu'il ne l'a dit lui-même, que ce sont beaucoup les mots, que ce sont beaucoup les postures qui ont pesé dans cette affaire-là. Emmanuel Macron, j'ai travaillé avec lui, il était secrétaire général adjoint de l'Élysée, c'est ensemble, j'étais le ministre des Finances, j'étais sans doute l'élément moteur de ça, mais que nous avons pris cette ligne social-démocrate. Mais c'est quelqu'un qui croit au volontarisme politique, c'est quelqu'un qui croit à l'action de l'État dans l'économie et dans l'industrie. On a beaucoup parlé de l'affaire Alstom. Moi, je suis un homme discret. J'essaie toujours d'agir. Je ne pense pas suffisamment parfois à mettre en scène. Mais il y a eu d'autres précédents. C'est ensemble, avec François Hollande, et Emmanuel Macron était là, que nous avons décidé que PSA, grande entreprise... Peugeot, non seulement, grand constructeur de votre circonscription. Oui, dans ma circonscription, mais en France entière. Bien sûr. Que ce constructeur aurait non seulement un actionnaire chinois, mais qu'il y aurait une prise de participation de l'État à hauteur de 14%. Donc Emmanuel Macron, il ne faut pas penser que c'est un libéral qui a... Le banquier, il est présenté comme le banquier. Il a été banquier, mais il était socialiste avant. Ouais. Donc c'est un socialiste qui est passé par la banque, c'est pas un banquier qui fait un passage par la gauche. Aujourd'hui, c'est Emmanueli, d'ailleurs. Et c'est quelqu'un... Oui, enfin, je dis pas ça parce que je vais fâcher mon ami Henri Emmanueli, il n'aime pas trop qu'on le rappelle. Mais en attendant, ce qui est certain, c'est que c'est un homme qui ne va pas être l'incarnation du libéralisme. Il est aussi un homme volontaire pour l'économie française, mais il connaît les règles de l'économie, les règles de l'économie de marché. Et donc je crois qu'il a des atouts pour réussir. Il faut ensuite qu'il se fasse à ce nouveau métier, la politique. Est-ce que les 35 heures le régime des 35 heures pourrait évoluer, comme il semblait le suggérer dans le gouvernement a pris des positions très nettes sur le sujet. Vous pensez que la France doit maintenir les 35 heures, quoi qu'il arrive ? Je note que le gouvernement a pris des positions très claires. Vous avez, décidément, je cite beaucoup votre biographie. En 1994, vous avez écrit un autre livre. Vous vous souvenez du titre ? C'était... À la recherche de la gauche perdue. C'est oui, en 93. Oui, 93. Oui. Il ne faudrait pas le réécrire aujourd'hui ? Ça, c'est un bon titre. C'était après la déroute de gauche en 93. Et souvenez-vous qu'après le deuxième septennat de François Mitterrand, plutôt après un quinquennat, la gauche s'était retrouvée dans l'opposition avec 50 députés, bien justement. Je pense qu'il ne faut pas le réécrire, il faut le relire. Et parce qu'il est encore temps. Il faut prévenir ça. La gauche dans ce pays, c'est une force vivante.
La gauche dans ce pays, c'est une force de réforme. Elle ne peut pas mourir, comme le dit Valls ? La gauche ne peut pas mourir, mais des formes politiques peuvent mourir à gauche. Les partis politiques sont mortels. L'idée de gauche, l'idée de justice, l'idée d'égalité, elle est immortelle. Elle est consubstantielle de la République. La question, c'est pour le Parti socialiste, je vois que je m'éloigne un peu de l'Europe là, mais enfin c'est pour le Parti socialiste de se moderniser, d'être capable de définir une doctrine pour demain, de dire justement comment on investit dans l'avenir, par l'innovation, par la recherche, par la science, c'est de redevenir une force politique vivante qui est ancrée dans les territoires. Oui, la gauche va demeurer, mais les formes politiques peuvent être menacées. Et vous savez, je regarde 2017. Je vais le regarder de plus loin. Marine Le Pen en tête au premier tour, 10 sondages. C'est insupportable pour moi. C'est insupportable pour moi, comme pour beaucoup de nos concitoyens. C'est préoccupant pour les Européens. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue à Berlin. Je pense que c'était en mai, avec Sigmar Gabriel, le ministre de l'économie, et Wolfgang Schäuble, le ministre des Finances, ensemble. 2 heures, nous étions tous les trois, entre 4 murs, sans collaborateurs, en chemise. Et ils m'ont parlé pendant 3 quarts d'heure du Front National. Pour nos partenaires européens, c'est aussi une préoccupation. Non, la France ne doit pas avoir ce visage-là. Et la gauche doit rester forte. Et pour que la gauche reste forte, encore une fois, il ne faut se laisser détourner de rien. Et il faut que les 2 années qui viennent soient des années de réforme et de réussite. De réforme et de réussite. Il peut encore réussir son quinquennat, comme dit Martine Aubry ? Oui, il peut réussir son quinquennat. D'ailleurs... Je parle de François Hollande. Oui, j'ai compris. Non, mais je dis aux téléspectateurs, auditeurs. Je parle en pas fait, pour il y a eu vous. beaucoup de choses de faites. C'est ça qui est incroyable. Beaucoup de choses ont été faites. Ce pays s'est engagé dans des réformes fondamentales pour sa compétitivité. Il a réduit ses dépenses publiques. Il est en train de le faire. Il réduit ses déficits. Oui, mais le chômage ne recule pas. Le chômage ne recule pas dans une situation de croissance. Donc c'est là où les choses doivent être concentrées. C'est sur la croissance et sur l'emploi. Mais je pense qu'il est indispensable que le fil, que l'écriture, que le récit du quinquennat dise bien ce qui est fait et qu'on l'approfondisse, réformer, moderniser, redresser. C'est ça le cap. C'est ça qui permettra de faire en sorte que ce quinquennat soit un quinquennat utile pour les Français. Pierre Moscovici, au moment où vous arrivez à Bruxelles, qu'est-ce que vous avez appris, des coups que vous avez pris, des déceptions que vous avez encaissées ? Il y a un Moscovici nouveau qui va arriver à Bruxelles ? Bon, je ne sais pas, mais vous savez, je suis un homme politique depuis maintenant 25 ans. Ouais. Je suis un élu depuis 20 ans. J'ai passé 20 ans au Parlement, au gouvernement. C'est vrai que je suis de nature un homme plutôt sensible. Je n'aime pas la méchanceté. C'est pas mon tempérament. Je crois en l'élégance. Je ne suis pas un homme de coups bas, de formules, de petites phrases, de mise en scène. Vous faites de la politique quand même. Oui, et j'ai finalement eu une vie politique assez satisfaisante pour quelqu'un qui a cette forme, non pas d'éthique, mais de comportement parfois un peu, non pas marginal, mais particulière dans le milieu politique. Mais en même temps, je ne suis pas non plus un naïf, je ne suis pas loup ravi. Et si j'en suis là, c'est parce que j'ai, au fil des temps, acquis une carapace qui me permet non pas de me préserver de tout. Je garde une sensibilité au monde, une sensibilité aux autres, mais de savoir discerner ce qui est essentiel de ce qui n'est pas. Et les petites attaques, les petites mises en cause ne doivent pas détourner. Si demain, je suis commissaire européen en charge d'une responsabilité importante dans cette commission, c'est parce que des acteurs importants, et à l'échelle nationale et à l'échelle européenne, et François Hollande, et Jean-Claude Juncker, et d'autres, savent ce que je suis capable de faire. Moi, ce que je regarde depuis 20 ans, c'est pas les images bidons qu'on donne de moi, de dilettantes, pardonnez-moi, de types qui s'endorment dans des réunions. Il y en a d'autres qui s'endorment beaucoup plus que moi. Et je ne dors jamais, en fait. Vous confirmez là que vous avez pu vous assoupir, mais ce qui peut être normal... Mais monsieur Ricard, je vous ai déjà expliqué que quand il y a une réunion qui est terminée et qu'il y a une interruption de séance, fermer les yeux 3 minutes, c'est pas exactement la même chose que de dormir pendant la réunion. Enfin, passons. Et je ne suis pas du tout ça. Pas du tout. Ça, c'est des aspects superficiels. Ça vous énerve, ça, cette image qu'on présente parfois de vous, dilettante Je trouve ça... Vraiment, chacun a son... C'est de la morphopsychologie qui n'est pas extraordinaire. En fait, je suis un homme qui travaille, heureusement, depuis longtemps, avec une résistance physique et psychologique, je crois, assez grande. Bref, toutes ces choses-là, c'est l'écume des choses. Ce que je sais, c'est ce que j'ai fait. Et je sais que depuis 20 ans, je suis un serviteur de mon pays, un serviteur de l'Europe. Je sais que j'ai été 5 ans ministre des Affaires européennes, j'ai été vice-président du Parlement européen, que j'ai été une autre fois député européen, j'ai été ministre des Finances, et que j'ai été un des pères de cette Constitution européenne qui n'a pas pu voir le jour, c'est vrai. Et donc j'ai cet engagement-là. Et je ne l'aurais pas eu si je n'avais pas aussi une force de travail et de conviction. On en prend note. Les petits trucs... On en prend note. On vous retrouvera à Bruxelles pour en parler. Sophie Malibaud, ultime question. Oui, simplement, quand vous allez prendre vos fonctions, vous vous lancez dans quelle bataille ? Vous allez livrer bataille tout de même à Bruxelles ? Mais ma bataille, ce sera celle d'être un acteur important, influent, combatif, motivé,
pour la croissance et l'emploi. C'est la seule bataille qui vale. Parce que c'est comme ça que l'Europe politique reprendra un sens, que l'Europe redeviendra un rêve, que l'Europe redeviendra un projet, et surtout que l'Europe retrouvera le cœur de ses concitoyens, tout simplement parce qu'elle aura produit des résultats. Et moi, ce sera vraiment ce qui va me motiver maintenant. Je ne dis pas que j'ai oublié la politique française. Ouais. Je reste un socialiste et un Français. Mais pendant 5 ans, et tous les jours, je serai à fond dans ce travail. À fond. Je vivrai à Bruxelles. Je vais m'y installer. C'est de là d'où j'agirai. Et c'est pour ça que j'agirai, par là que j'agirai. Et c'est comme ça que je serai d'ailleurs utile à la France. Nous irons vous retrouver pour d'autres interviews directement à Bruxelles. Merci Pierre Moscovici d'avoir été l'invité de cette rentrée d'International. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons ici même la semaine prochaine pour un autre entretien avec une personnalité internationale.